Ah, PSG Dortmund. Le Final 8. La célébration d'Haaland. La défaite à l'aller. Ce sera fini, c'est fini, c'est fini. Ça ne s'était plus produit depuis le 1er novembre dernier. Une défaite du Paris Saint-Germain. Un match retour au Parc des Princes, sans supporters, pour une soirée historique. La photo légendaire d'Angel Di Maria devant les supporters. Et celle de l'équipe avec la célébration d'Haaland. Messieurs, dames, c'était le début. Maintenant en route pour la suite de notre histoire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo avant match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On a beaucoup de choses à voir. J'ai bien analysé Dortmund ces derniers jours. On va commencer par analyser le Borussia Dortmund, que ça soit sur leur classement dans le championnat ou du parcours qu'ils ont pu faire en Ligue des Champions. On va également analyser le 11 qu'ils ont mis contre nous au match aller en phase de poule et au match retour. Et on parlera bien sûr du 11 probable qui sera aligné face à nous maintenant pour ces demi-finales. On va parler de leurs points forts, on va parler de leurs faiblesses, on va imager tout ça, là où il va falloir appuyer pour leur faire mal et là où il va falloir être très attentif pour pas se faire punir. Je tiens à remercier Univers Dortmund sur Twitter avec qui j'ai pu échanger un petit peu. Je lui ai donné mon point de vue sur tout ce que j'avais pu analyser du Borussia Dortmund. Je lui ai dit point par point tout ce que j'avais analysé. Il m'a répondu gentiment. Il m'a dit là où il était d'accord ou pas d'accord avec moi. Donc il m'a donné des infos qui vont être importantes et que je vais pouvoir citer dans cette vidéo. Un grand merci à lui. Avant que la vidéo commence, j'ai un très bon plan pour vous. Je vous laisse voir ça. C'est parti. La Ligue des Champions, la Liga, la Première Ligue. Et si je vous disais que ces compétitions étaient disponibles à partir de moins de 3 € par mois? Et tout ça grâce à NordVPN. Ça sent bon cette histoire. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Il n'était pas diffusé en France ou diffusé autre part, selon là où vous habitez. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN en Suisse ou en Belgique pour pouvoir regarder la Ligue des Champions gratuitement et dans bien d'autres pays pour pouvoir profiter de beaucoup d'avantages. Pour ceux qui aiment l'équipe de France mais qui n'habitent pas en France et qui habitent à l'étranger, dans certains pays, les matchs ne sont pas diffusés. En activant le VPN en France, vous pourrez accéder aux matchs de l'équipe de France tranquillement et sans problème. Oui. Au-delà de cet avantage, les avantages sont nombreux. En activant le VPN dans bien d'autres pays, vous pouvez profiter par exemple d'un catalogue Netflix bien plus fourni, d'un compte Spotify moins cher qu'en France. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et en plus profiter d'un maximum d'avantages. Et tout ça à moins de 3 € par mois. Grâce à mon lien personnalisé que vous trouverez dans la description, vous pourrez profiter de 4 mois offerts sur les abonnements. Et donc si vous partez sur l'abonnement de 2 ans, l'abonnement vous reviendra à moins de 3 € par mois. Et ça, c'est jackpot. Le lien est dans la description. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, on va pouvoir partir sur le vif du sujet, l'équipe de Dortmund et l'analyse dans la profondeur. À l'heure où je fais cette vidéo, Dortmund est 5e avec 57 points. Ils ont 2 points de retard en Bundesliga sur le RB Leipzig, mais ils vont s'affronter demain. Il y aura le match entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund avant le match face au Paris Saint-Germain. Et on peut se dire que le Borussia Dortmund va laisser des plumes parce qu'ils vont devoir assurer leur place au classement. Ils vont devoir assurer cette 4e place qui sera qualificative pour la Ligue des Champions. Sinon, ils vont aller en Europa League. Mais une info importante à donner, il y a 99% de chances pour que la 5e place de la Bundesliga soit également qualificative pour la Ligue des Champions. Avec la nouvelle forme de la Ligue des Champions qui va arriver la saison prochaine, la 5e place de la Bundesliga devrait également être qualificative. Donc pas réellement de danger, pas réellement de choses à craindre pour Dortmund au classement. 7 points d'avance sur le 7e, certes il y a encore des matchs à jouer, mais en tout cas pas besoin de se tirer la bourre avec le RB Leipzig pour assurer cette 4e place, vu que la 5e a de très grandes chances d'être qualificative également pour la Ligue des Champions.
On va parler tout d'abord des compositions du match aller avec ici la composition du Borussia Dortmund, ici la composition du Paris Saint-Germain. Beaucoup nous disent que Dortmund n'est plus le même Dortmund qu'avant, que Dortmund a évolué, que des choses ont changé. C'est vrai. Mais il faut aussi noter que le PSG, on n'est plus le même Paris Saint-Germain non plus. On le voit déjà sur notre équipe titulaire, avec Skriniar qui était aligné en défense centrale, chose qui n'est plus le cas maintenant avec le retour de Nuno Mendes, Lucas Hernandez qui est repassé en défense centrale et Nuno Mendes qui a retrouvé son côté gauche. Un milieu de terrain Vitinha, Ugarte et Zahir Emery classique, mais Ugarte a un petit peu perdu sa place au profit de Vitinha en numéro 6 pour mettre Fabian juste un petit peu plus haut. Vitinha qui avait d'ailleurs fait un top match contre le Borussia Dortmund à ce moment-là. Et une attaque avec Mbappé, Colomouani et Ousmane Dembélé. Mais Barcola avait pas encore sa place de gagner avec le PSG. Donc on voit aussi que le PSG, des choses ont évolué, notamment sur ce match-là. Pour le Borussia Dortmund, parce que c'est ce qui va nous intéresser, le dispositif n'est déjà pas le même. À l'heure où on parle, le Borussia Dortmund évolue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Là, sur la composition qu'ils nous ont mis au match aller en phase de poule au mois de septembre, c'était un 3-5-2. Donc des choses ont changé avec la défense centrale Niklas Süle, Schlotterbeck et Mats Hummels. Mats Hummels qui est sur une saison extraordinaire, on va y revenir après. Mais en tout cas, Niklas Süle a perdu sa place au profit justement d'un Mats Hummels et d'un Schlotterbeck, les deux qui font une très belle paire, encore une fois, on verra ça tout à l'heure. Du classique de l'autre côté avec Ryerson sur le côté droit, Sabitzer, Emre Can et Julian Brandt, on va en parler, mais c'est le milieu classique du Borussia Dortmund, c'est ce qu'on devrait revoir. D'ailleurs, Sabitzer était sorti au bout de 19 minutes de jeu contre nous, il faut le rappeler aussi. Wolf sur le côté gauche, qu'on ne verra sûrement pas, au profit de Madsen, qu'on verra tout à l'heure. Et une attaque avec Malen et Adeyemi, pareil, des choses vont changer. Et maintenant, on va comparer avec l'équipe de Dortmund actuelle, celle qu'on risque très probablement d'affronter sur ces demi-finales de Ligue des Champions. Et là, on va rentrer plus dans le détail des joueurs, où je vais donner clairement mon avis sur chaque joueur. Et après, on ira voir tout ça en images avec des matchs qu'ils ont pu jouer contre l'Atlético Madrid justement et le Bayern Munich. Au cage, Kobel, qui est un top gardien, on le sait, un gardien qui a vraiment beaucoup de talent. C'est clairement un top gardien au monde qui est très vigilant sur sa ligne, qui est capable de faire des arrêts désespérés, on verra ça tout à l'heure en image, mais très vigilant aussi, qui rassure beaucoup sa défense, un très bon gardien qui fait beaucoup de bien au Borussia et ça sera à nous de trouver la faille. Sur le côté droit, Ryerson, qui était déjà là au match aller, mais dans une disposition un petit peu différente parce que Ryerson, ça aussi, on le verra beaucoup en image, est un joueur qui ne se projette pas énormément. Alors il est capable de marquer, il est capable de passer, mais c'est un joueur qui va être plus à vocation défensive. Il se retrouve très souvent dans une ligne de 3 avec Mats Hummels et Schlotterbeck pour combler les largesses défensives de Madsen, qui va être le latéral gauche. Dortmund joue un petit peu de la même manière que nous avec ses latéraux, c'est-à-dire il y en a un qui monte plutôt haut comme nous avec Achraf Hakimi, tandis que l'autre reste un petit peu plus bas pour justement couvrir peut-être les largesses que peut avoir Achraf Hakimi en montant très très haut. Et ça va être le gros point faible de Madsen. Il faudra appuyer là-dessus, on va le voir encore une fois tout à l'heure en image, mais c'est un joueur qui ramène beaucoup de danger offensivement, très rapide, technique, capable de jouer également en une touche dans les petits périmètres, mais qui laisse beaucoup d'espace derrière lui. Et ça, on le voit souvent sur beaucoup de phases de jeu. On voit que Dortmund se retrouve avec sa ligne de 3 défenseurs et qu'au final, Ryerson se comporte limite comme un défenseur central aux côtés de Schlotterbeck et de Mats Hummels. Mais là où il faudra vraiment appuyer, c'est sur les largesses défensives de Madsen. Donc Dembélé, s'il joue côté droit, aura fort à faire. Je vous le montrerai encore une fois en image. On verra tout ça à l'appui. Mais en tout cas, là où il y aura fort à faire, ce sera sur le côté de Madsen. Mais bien sûr, il faudra être vigilant. L'apport offensif qu'amène quand même Madsen, ça comble également les largesses qu'il peut avoir défensivement. Mais c'est un joueur qu'il faudra vraiment prendre au sérieux. Défensivement, et là par contre, ça va être un sérieux danger et un vrai challenge parce que beaucoup ne prennent pas cette défense centrale au sérieux. Mais Mats Hummels avec Schlotterbeck, ça répond vraiment présent. Parce que Mats Hummels est sur le prime, pour moi, de sa carrière. Il fait vraiment une très très belle saison avec Dortmund. Les supporters de Dortmund veulent qu'il prolonge en plus. Lui qui est en fin de contrat cet été, il a 35 ans, mais il a toujours cette grande qualité. Il est vraiment très à l'aise avec le Borussia Dortmund. Il a ce problème de vitesse qui est réel quand Dortmund va jouer très très haut, mais il a un très bon placement. Il se place très très bien, il analyse très bien le jeu, il arrive à faire des sauvetages miraculeux à n'importe quel moment, il va dévier des ballons, il va toujours être très serein. Hummels est un très très bon joueur et qui en plus est totalement compatible avec Schlotterbeck. Schlotterbeck, lui, qui est un joueur rapide également, très grand, qui est comme Hummels, un joueur assez dur sur l'homme, qui se positionne très très bien, mais qui
qui est aidé par Mats Hummels, parce que Mats Hummels bonifie justement Schlotterbeck, un petit peu à l'image d'un Thiago Silva, comme ça a pu être le cas à l'époque avec Marquinhos. Hummels donne des consignes à Schlotterbeck de placement, de bien se placer, où se placer, etc. Je trouve que les deux sont très compatibles, et c'est pas pour rien que c'est le duo de défenseurs qui a remporté le plus de duels dans cette Ligue des Champions. Donc la ligne de 4 défensive que je m'attends à voir face au Paris Saint-Germain, ça va être Ryerson côté droit, avec le duo Mats Hummels et Schlotterbeck en défense centrale et Madsen sur le côté gauche. Niklas Süle est passé 3e choix en défense centrale. Le duo de milieu de terrain maintenant dans un 4-2-3-1, c'est Emre Can avec Sabitzer. Et là aussi, il y a quand même du danger avec un Sabitzer qui retrouve des couleurs. Il a eu un passage au Bayern, un passage à Manchester United où on avait perdu un petit peu ce Sabitzer. Mais avec Dortmund, il retrouve cette qualité de jeu en première intention, sous pression, pris par 3 joueurs, réussir à trouver cette passe en une touche, d'arriver à trouver cette talonnade sortie de nulle part, cette passe vraiment sortie de nulle part. Sabitzer prend un second souffle avec ce retour à Dortmund et ça lui fait beaucoup de bien. Il revient vraiment à un très très bon niveau et dans ce milieu de terrain, Sabitzer fait énormément de bien. Accompagné d'Emre Can. Alors Emre Can, c'est là que va entrer la première analyse de Univer Dortmund qui pour lui est le point faible de son milieu de terrain. Alors Emre Can, c'est vrai que sur les matchs que j'ai pu voir, était quand même un joueur qui mettait de l'impact, qui mettait de l'envie, un joueur qui peut aussi prendre des cartons. Mais voilà, je trouve qu'il y avait quand même un bon équilibre entre les 3 milieux du Borussia Dortmund, avec Emre Can qui reste bien derrière, avec un Sabitzer qui est capable de récupérer des ballons comme de jouer vers l'avant et dans des petits périmètres, et un Julian Brandt également qui fait beaucoup de bien, parce que Julian Brandt c'est un joueur qui est très bon, capable de marquer, capable de passer et capable aussi de faire des très bons appels de balles, et ça il faut le noter. Mais encore une fois, pour Univer Dortmund, Julian Brandt est un joueur qui n'est pas constant. Ça veut dire qu'il est capable d'être très bon contre Paris, mais aussi de faire un mauvais match. Donc en gros, il n'y a pas de certitude sur le bon vieux Julian Brandt, et Univer Dortmund a également des incertitudes sur le milieu de terrain complet du Borussia Dortmund, avec Emre Can et du coup Julian Brandt qui n'est pas forcément constant. Maintenant, c'est vrai que sur des matchs que j'ai pu analyser personnellement face à l'Atlético Madrid, etc., même quand les équipes jouent bloc bas, les joueurs de Dortmund arrivent à sortir ce ballon assez proprement, à jouer en une touche de balle, à s'en sortir entre 3-4 joueurs de l'équipe adverse, à mettre ce ballon piqué dans le dos de la défense, à s'en sortir bien que les blocs soient très très bas. Encore une fois, on le verra en image, mais là en tout cas, c'est un milieu de terrain qui donne quand même satisfaction, puisque Dortmund est sur seulement 2 défaites sur les 10 derniers matchs, c'est quand même pas mal, dont la défaite contre l'Atlético Madrid au match aller en Ligue des Champions, mais la qualification quand même derrière, et une défaite contre Stuttgart qui est une belle équipe également en Bundesliga, mais qui était juste avant le match face à l'Atlético Madrid. Sabitzer, Julian Brandt, c'est vraiment des joueurs de qualité, des joueurs sur qui il va vraiment falloir se méfier, où il va falloir faire très très attention, parce qu'encore une fois, capable de casser des lignes sur n'importe quel moment, capable de marquer, de frapper de loin, de frapper dans des angles fermés, de frapper extérieur surface, de mettre ce ballon dans le dos de la défense au bon moment, dans le bon timing. Il va falloir faire très attention, parce que oui, même si Univer Dortmund nous dit que c'est des joueurs qui sont peut-être pas totalement constants, ils peuvent l'être sur un match, et dans ce cas-là, il faudra les prendre très au sérieux. Donc attention, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Je ne pense pas que Julian Brandt ou Sabitzer vont passer à côté de leur match. Grosse méfiance sur eux, et surtout savoir les points forts de ces joueurs-là. Et derrière, une attaque qui est dangereuse, avec Jadon Sancho qui reprend confiance avec son arrivée à Dortmund, un joueur technique capable d'effacer, de dribbler n'importe qui. Il reprend confiance, il a l'air d'être vraiment heureux à Dortmund, bien plus qu'à Manchester United. C'est un joueur dont il faudra faire très attention, surtout dans le jeu en transition très rapide de Dortmund. On va y venir après sur les grandes lignes, mais attention à sa vitesse, attention à ses gestes techniques, et attention bien sûr à tout le package et tout le danger qu'il peut apporter. À côté de lui, plein axe, ça sera Füllkrug, en tout cas je pense. Füllkrug qui est pour moi, qui a un peu ce profil de joueur pivot. Ce joueur qui va être là comme une tour de contrôle, à prendre des ballons de la tête sur des dégagements de son équipe. Quand son équipe a besoin de se relancer et que le pressing ne le permet pas, un long dégagement vers Füllkrug qui va jouer un petit peu en pivot pour pouvoir écarter soit sur Jadon Sancho, soit sur Adeyemi, soit sur Malen, et lancer le jeu un petit peu plus rapidement. Un petit peu à l'image de ce qu'a fait un Lewandowski contre nous au match aller face à Barcelone. Un joueur qui va peut-être jouer un petit peu plus reculé par rapport à ses ailiers pour pouvoir les lancer. Moi, je trouve que c'est un joueur Füllkrug qui est capable de tout faire, de marquer, de donner, de jouer justement ce rôle en pivot, de décrocher un petit peu pour justement avec son physique s'imposer, rester debout et pouvoir orienter le jeu un petit peu plus facilement. Pour moi, Füllkrug est un vrai danger également. Mais pour Univer Dortmund, Füllkrug a le profil d'un neuf à l'ancienne. Pour lui, il n'a pas la qualité technique d'un faux neuf. C'est typiquement un renard des surfaces ou un joueur qui peut se permettre de jouer
jouer pivot, comme je viens de vous le dire. Il ajoute également que pour lui, mis à part de l'appui remise, Füllkrug n'est pas capable de faire grand chose. Alors, c'est son analyse. Moi, des matchs que je vois quand même un Füllkrug qui peut ramener du danger et qui sait ramener du danger, qui est pas dégueulasse balle au pied. Alors, on verra comment ça se passera sur le terrain. Là, on a l'analyse d'un vrai supporter de Dortmund qui regarde tous les matchs du Borussia. Mais c'est vrai que moi, sur les matchs où je suis tombé, Füllkrug a été plus ou moins intéressant. Et sur le côté gauche, Karim Adeyemi, encore une fois pour Univers Dortmund, est un petit peu décevant cette saison. Moi, au contraire, justement, c'est là où on a un désaccord. Je trouvais Adeyemi vraiment très bon, en tout cas pareil qu'avec Füllkrug. Sur les matchs que je voyais un Adeyemi qui était quand même percutant, qui ramenait du danger, qui était bon dans le jeu. Pareil face à l'Atlético Madrid, il ramène une grosse occasion à la maison au bout de 2 minutes de jeu pour Sabitzer. On verra ça en image tout à l'heure. Mais Malen, lui, est très bon. Quoi qu'il arrive, que ce soit Malen ou Adeyemi, c'est deux joueurs très rapides, capables de jouer avec le ballon, de porter le ballon, de dribbler, qui est capable de donner le ballon également dans des petits périmètres, de jouer en une touche, capable de marquer. Quoi qu'il arrive, Karim Adeyemi, Sancho ou Malen, il y en a forcément un qui sera sur le banc et un qui rentrera plus tard avec un Füllkrug qui sera devant. Mais c'est une équipe qui va être dangereuse. On a une équipe qui commence à se retrouver, une équipe qui commence vraiment à être collective. Ils vont beaucoup mieux et ils sortent vraiment des résultats qui sont fous, notamment la victoire face au Bayern Munich, la qualification face à l'Atlético. Il y en a beaucoup qui s'y attendaient pas. Alors voilà le 11 que je pense que le Borussia Dortmund alignera contre nous mercredi. On voit bien que le Borussia a fait du chemin déjà par rapport au match qu'on a pu jouer contre eux dans notre phase de poule en Ligue des Champions. Il faut respecter cette équipe de Dortmund qui a terminé premier de la poule de la mort avec nous, Newcastle et l'AC Milan. On est les seuls à les avoir battus en phase de poule. Derrière, on fait ce match nul chez eux au match retour dans un match qui aurait pu tourner au drame et nous envoyer en Europa League. On sait de quoi ils sont capables, mais ils sont plus forts que quand on les a affrontés en phase de poule. Maintenant, je le répète, nous aussi, sur le papier, on a une meilleure équipe que le Borussia Dortmund, mais le football ne se joue pas avec les noms inscrits sur le papier. Ça va être un match qui va être serré, qui va être intense, qui va pas être simple du tout. C'est une demi-finale, les deux équipes vont vouloir se qualifier. En tout cas, pour mon pronostic, je vais rester prudent et en tout cas sur ce match aller, il y aura une vidéo pour le match retour d'avant-match, mais pour ce match aller, je vais rester prudent et je vais dire match nul, qui serait pas un résultat très rassurant non plus, mais qui en serait pas un mauvais non plus à Dortmund, là où on n'a jamais gagné chez eux, je le rappelle encore une fois. Le mur jaune, ça va pas être facile, ça va pas être simple chez eux à la maison. Je rappelle qu'on a fait 1-1 en phase de poule chez eux et qu'ils avaient ouvert le score et que ça n'avait pas été simple non plus. C'est Warren qui nous sauve justement de l'Europa League. Et encore heureux que Newcastle ne gagne pas contre l'AC Milan à ce moment-là, parce que sinon on serait allé en Europa League même avec ce match nul. Mais quoi qu'il arrive, c'est beau. C'est beau que deux équipes de ce groupe de la mort se retrouvent en demi-finale. Maintenant, il y a une place en finale à aller chercher et elle doit être pour nous. Il n'y a pas d'histoire. Elle doit être pour nous. Et maintenant, on va rentrer en images sur tout ce que je vous ai dit sur la présentation des joueurs, mais également, on va rentrer plus en détail sur l'aspect tactique. On se retrouve maintenant pour l'analyse en images un petit peu plus tactique de cette équipe de Dortmund. On va commencer par le match aller face à l'Atlético Madrid. Une équipe de l'Atlético qui joue bloc bas, on le sait. Et Dortmund est une équipe qui justement a du mal à jouer contre des équipes qui jouent bloc bas. Encore une fois, j'ai pu échanger avec Univers Dortmund qui m'a confirmé que Dortmund est une équipe qui va pas réellement dicter le jeu. C'est une équipe qui va surtout piquer quand ils peuvent piquer, mais c'est pas eux qui vont dicter le tempo du match, c'est pas eux qui vont dicter le jeu ou imposer leur jeu. Mais en général, quand elles affrontent des équipes qui jouent bloc bas, c'est compliqué pour eux de faire des différences. Même si vous allez le voir, ils sont capables de le faire et très bien le faire aussi. Mais pour moi, Dortmund, ça va être une équipe qui va être plus à même de faire très mal en contre. Ils ont les armes pour, avec une défense qui est quand même très solide et qui remporte beaucoup de duels, comme je vous l'avais dit, avec Hummels et Schlotterbeck. C'est une équipe qui a pas peur, une équipe qui n'est jamais morte, qui baisse jamais les bras. Ça a vraiment varié leur jeu. Ils peuvent jouer très haut pour mettre un gros pressing, ils peuvent jouer plus bas pour exploiter les contres, mais ils commettent des erreurs sur un positionnement justement peut-être trop haut de temps en temps de leurs joueurs. Ils concèdent beaucoup d'occasions, ils s'en sortent très bien ces derniers temps et on va pas se mentir, notamment contre le Bayern et j'en passe, ils subissent beaucoup d'occasions mais qui n'arrivent pas à être concrétisées, même contre l'Atlético. Avec cette image et cette occasion justement au bout d'1 minute 30 de jeu dans ces quarts de finale aller de Ligue des Champions à l'Atlético Madrid, avec une passe de Karim Adeyemi pour retrouver Sabitzer, et Sabitzer qui est directement pris par deux joueurs de l'Atlético. À partir de ce moment-là, va enchaîner
enchaîner une phase très rapide justement pour partir également très rapidement dans le dos de la défense de Dortmund, profiter peut-être du manque de vitesse de Mats Hummels, etc. ou du mauvais placement des joueurs de Dortmund. Et en quelques passes, c'est une récupération et une transition très rapide vers l'avant. Avec après la récupération devant leur surface de réparation, un bon ballon piqué pour essayer de lancer Lino en profondeur. On voit ici que beaucoup de joueurs de Dortmund sont totalement pris. Il y a déjà 8 joueurs sur cette passe qui sont derrière le ballon et là ça va devenir tout de suite plus compliqué pour Dortmund. On voit aussi la réaction de Mats Hummels ici qui se prépare déjà, qui voit que toute son équipe est prise et qui va essayer d'intercepter le ballon plus haut pour pouvoir arrêter la contre-attaque directement. Problème, Mats Hummels se rate et du coup Lino arrive à retrouver Antoine Griezmann ici sur le côté gauche et Griezmann sent bien l'appel d'Alvaro Morata qui va partir tout de suite devant. Antoine Griezmann avec son magnifique pied gauche va réussir à le trouver dans la surface de réparation et là on rentre déjà sur le premier point. On voit un Madsen qui est quand même relativement derrière par rapport à ses autres défenseurs. C'est très léger mais avec un Mats Hummels aussi qui s'est raté, qui a essayé d'intercepter le ballon pour éviter la contre-attaque. Sur cette action, tous ceux qui vont rester disponibles, ça va être Schlotterbeck qui a quand même toujours de l'avance sur Alvaro Morata mais c'est lui qui lui permet de rester en jeu. Et Ryerson qui reste aussi très vigilant comme je vous l'ai dit. Ryerson est un joueur qui va essayer de compenser les montées de Madsen. Alors là Madsen n'est pas très haut par rapport aux autres mais vous allez le voir sur d'autres situations. Ryerson essaye très souvent de combler l'absence de Madsen en formant une ligne de 3 avec Mats Hummels et Schlotterbeck. Derrière sur la fin de cette situation, on voit qu'Alvaro Morata a le ballon dans la surface, que Madsen avec sa vitesse a quand même le coffre pour revenir et sur cette action, Alvaro Morata va frapper mais Madsen va tacler pour contrer la balle. Mais ça prouve quand même que dans le dos, Dortmund peut commettre des erreurs de placement. Ils peuvent être un petit peu trop rentre dedans et dans ce cas-là, ils s'exposent beaucoup au compte. Maintenant, est-ce qu'ils joueront comme ça contre le Paris Saint-Germain? Je sais pas. Ils vont être à la maison au match aller. Donc ça m'étonnerait quand même qu'ils fassent un petit peu le dos rond, même s'ils peuvent le faire et qu'ils l'ont déjà fait contre le Bayern. Et ça, on le verra aussi tout à l'heure. Un petit peu comme le Barça en fait. Peut-être qu'ils vont jouer de la même façon que Barcelone. Un bloc plutôt bas, qui vont pas s'exposer et qui vont essayer de nous faire mal sur des transitions rapides, comme Barcelone avait réussi à le faire. Parce que s'ils s'exposent comme ça avec Mbappé et Dembélé, ça va faire très mal. On le voit ici, Mats Hummels, avec son manque de vitesse, forcément, c'est un excellent défenseur quand il a du monde avec lui, quand il est bien placé, quand il est bien positionné. Mais pour revenir sur des phases défensives, quand ton équipe est prise dans le dos, là, c'est plus compliqué. Et derrière, encore une fois, 4 minutes de jeu, on voit les joueurs de l'Atlético qui, eux aussi, mettent quand même un pressing aux joueurs de Dortmund. Ils sont assez hauts, chose que le Paris Saint-Germain, on est capable de faire et qu'on sait très bien faire avec Luis Enrique. Cette passe, justement, du gardien qui est déjà sous pression par un joueur de l'Atlético, qui va réussir à retrouver Madsen. Et là, on voit un Madsen sous pression qui va perdre la balle. Alors, Madsen est pour moi vraiment défensivement le gros point faible de cette équipe de Dortmund. Sous pression, il a du mal. Sur ses relances, il a du mal. Dos au but, etc., il a du mal à se relancer. Et défensivement, il est souvent pris, souvent absent. Face à un Ousmane Dembélé, ça risque de piquer très fort si c'est lui qui débute le match. Mais là, première erreur de Madsen, un contrôle un petit peu moyen, une décision un petit peu tardive et cette perte de balle qui va coûter très cher avec un ballon qui va revenir entrée de surface sur Rodrigo de Paul qui aura plus qu'à ajuster Kobel et ouvrir le score au bout de 4 minutes de jeu pour l'Atlético Madrid. Donc à ce moment-là, ça commence très mal pour Dortmund et on peut se dire que ça va être très compliqué pour eux pour la suite. Derrière, comme j'en ai parlé sur la présentation du 11 qui va sûrement débuter contre le Paris Saint-Germain, ils ont un gros point fort et c'est Kobel. Kobel qu'on présente plus, Kobel qu'on connaît tous. Je pense que je me mouille pas trop en disant que Kobel est top 10 des meilleurs gardiens du monde et encore, il doit même être plus haut. Mais moi, ce que je vois de Kobel, c'est surtout que c'est un gardien qui est très vigilant sur sa ligne et qui arrive très souvent à faire des parades qui ont l'air vraiment désespérées. Ici, on le voit notamment sur ce centre justement d'Antoine Griezmann après un corner qui avait été joué à 2. Le ballon qui est repris sur un geste un peu zlatanesque de Witsel, dos au but avec un extérieur du pied pour envoyer le ballon vers la cage de Kobel. Il peut ne pas s'y attendre, mais au final, Kobel est très vigilant et arrive à sortir ce ballon avec une belle claquette avec cette frappe qui partait sous la barre. Il a été vigilant, même sur un geste qui était acrobatique et un geste où on pouvait ne pas forcément s'attendre à une frappe. Kobel est un gardien qui est très bon sur sa ligne, qui rassure vraiment sa défense et c'est pas facile de le battre non plus. Derrière, ce qui va ramener encore une situation pour l'Atlético, c'est cette passe d'Antoine Griezmann pour alerter Lino et ce qu'on peut voir directement, c'est que Mats Hummels est très haut. Il essaye d'intercepter cette passe et qu'encore une fois, alors cette fois c'est pas avec Madsen qui est trop haut, cette fois c'est avec Hummels, mais la ligne de 3 du Borussia Dortmund est toujours là. Ce qui fait que quand un joueur défensif de Dortmund est plus haut, il y en a toujours un qui reste derrière pour essayer de fermer la marche, pour éviter que la défense se retrouve plus qu'à 2. Là, Hummels est très haut, il se fait prendre sur cette passe, ça va ramener quand même un danger, mais Madsen est là pour couvrir, il est pas très haut, vu que c'est Hummels qui est monté sur cette action. Mais ça prouve aussi l'agressivité de cette équipe de Dortmund, avec une tactique qui peut payer et qui a déjà payé et qui ramène aussi beaucoup de situations. On a déjà vu des actions avec Schlotterbeck qui récupère un ballon sur un tacle contre le Bayern, qui va réussir à avancer, à écarter sur le côté un centre pour Hummels qui frappe à côté. Donc on voit aussi des actions où c'est une récupération au milieu de terrain de Schlotterbeck pour une action d'Hummels à la fin. Donc c'est ce qui aurait pu se passer
passé ici, si jamais Hummels avait récupéré la balle, le danger aurait pu venir également de lui et ça aurait pu ramener un gros danger avec un Schlotterbeck qui monte. C'est des joueurs qui sont capables aussi de faire des grosses différences balle au pied et qui sont capables également de marquer des buts. Donc qui mettent une grosse agressivité pour récupérer le ballon le plus haut possible, tout en essayant de respecter toujours cette ligne de 3 défensivement. Derrière la suite de cette action, ça va être encore un gros cafouillage qui aurait pu ramener un danger, mais cette situation arrive encore une fois à cause d'une passe ratée de Madsen. Parce que c'est un centre de Griezmann sur cette action qui arrive sur Madsen. Madsen est totalement seul, mais il va mettre une relance molle, totalement ratée, qui va permettre aux joueurs de l'Atleti de récupérer ce ballon. Mais heureusement pour lui, ça va pas être concrétisé et il n'y aura pas de danger. Mais Madsen, encore une fois, relance compliqué. Encore une fois, une occasion pour l'Atleti. Cette première mi-temps a été très compliquée pour Dortmund, faut le rappeler quand même. Mais là, encore une fois, quelque chose d'intéressant à notifier. Et sur cette touche de l'Atleti ici, à droite au milieu de terrain, on voit un Antoine Griezmann qui est terriblement seul, pas de hors-jeu sur les touches, je le rappelle. Et la défense qui fait pas réellement gaffe. Encore une fois, on a un Schlotterbeck qui a le regard sur celui qui va jouer la touche. Pareil pour Mats Hummels et pareil pour Ryerson. Personne prend l'info d'Antoine Griezmann qui est bien seul et ça va mettre une longue touche. La touche qu'ils vont tenter de mettre directement vers Antoine Griezmann. Sauf que sur cette touche manque de puissance, le ballon n'arrive pas jusqu'à Antoine Griezmann, mais mésentente, c'est rare, mais ça arrive, mésentente entre Schlotterbeck et Mats Hummels. À mon avis, quelqu'un a dit laisse, etc. Les deux n'ont pas touché la balle et les deux sont surpris de recevoir le ballon, mais ça va profiter encore une fois à l'Atleti. Et là, on va arriver sur un deuxième but qui arrive sur une deuxième erreur du Borussia Dortmund, avec un Griezmann intelligent qui est hors jeu ici à ce moment-là, et un Morata qui après cette erreur va courir pour aller récupérer ce ballon et le reprendre pendant que Schlotterbeck et Hummels ne savent pas où il est. Derrière, Alvaro Morata, qui lui a bien senti le coup, récupère le ballon pour resservir Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui était hors jeu et qui a eu l'intelligence de se replacer pour éviter justement d'être en position illicite et donc récupérer ce ballon pour ramener une occasion pour l'Atleti. Toujours dans le sens du jeu, le bon vieux Antoine Griezmann. Et Alvaro Morata qui sent bien le coup, la passe qui prend totalement Schlotterbeck et qui va laisser l'Atlético en situation de 3 contre 2. Qui fait que derrière Morata arrive à servir Antoine Griezmann. Il n'y a plus que 2 joueurs sur la défense de Dortmund qui sont présent et c'est Ryerson qui est là vu que Schlotterbeck était devant pour essayer d'intercepter la passe d'Alvaro Morata. Mais derrière encore la malice et le travail d'Antoine Griezmann qui va mettre ce petit ballon piqué pour retrouver Lino qui va reprendre et transformer et mettre 2-0 pour l'Atlético Madrid au bout de 31 minutes de jeu. Donc encore une fois, les 2 buts de l'Atlético arrivent sur des erreurs du Borussia Dortmund. Les 2 buts, et ça c'est pas anodin. Les atouts qu'il va falloir exploiter pour le PSG, et ben c'est justement ça, d'essayer de mettre une belle pression sur les joueurs de Dortmund. Après attention aux relances parce que encore une fois, il y a des joueurs capables de casser des lignes et d'aller très très vite dans notre dos. Il va falloir faire ça intelligemment, mais il y a des joueurs qui sous pression ont du mal à se relancer et surtout il y a des erreurs qui peuvent être commises. Donc si tu mets une belle pression, que tu restes intelligent dans ton placement, dans ta façon de jouer, tu peux faire très très mal à cette équipe de Dortmund. Parce que je rappelle que toute cette action part d'une touche. Ça part d'une touche au milieu de terrain pour l'Atlético et on se retrouve avec une situation de 3 contre 2 alors qu'il y a une touche dans la moitié de terrain du Borussia Dortmund au départ. Alors ici encore une fois sur cette action, Schlotterbeck n'apparaît pas à l'image, mais on voit toujours cette ligne de 3, toujours avec Schlotterbeck, Mats Hummels et Ryerson qui est toujours là à côté de ses défenseurs centraux. Par contre, à l'image de ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez où est placé Madsen. Madsen se place très très haut et là ici c'est Jadon Sancho qui est même derrière Madsen et qui voit pas l'appel de Molina. En même temps, c'est pas son rôle, c'est pas son poste, mais il voit pas le démarrage de Molina. Donc c'est pour ça que je dis et que je répète que si jamais le Borussia Dortmund arrive avec cette même idée de jeu à essayer de jouer haut, essayer de mettre un gros pressing au Paris Saint-Germain, si on ressort de ce pressing, ça va leur faire très mal parce que de l'autre côté ça sera Mbappé, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé qui vont aller piquer dans leur dos. Donc c'est pour ça que je pense que Dortmund va arriver au contraire comme le FC Barcelone avec un bloc plutôt bas et essayer d'exploiter les espaces dans le dos du PSG. Parce que Dortmund, et encore une fois ça a été vu avec Univers Dortmund qui m'a confirmé ce que je vais vous dire, c'est pas une équipe qui fait le jeu, c'est une équipe qui pique et qui est capable de piquer et qui essaye donc de profiter un peu des largesses défensives que peuvent mettre les équipes adverses. Mais c'est pas une équipe qui va dicter le jeu, qui va faire le jeu. Alors ça veut pas dire qu'ils vont rien faire s'ils perdent, s'ils sont menés. C'est une équipe qui est capable de presser, qui est capable de faire douter n'importe quelle équipe, mais ils vont devoir choisir la bonne solution contre le Paris Saint-Germain. Et ici, ça va ramener encore une occasion pour l'Atlético. On est sur la continuité de l'action avec Griezmann encore une fois qui va mettre un long ballon pour lancer le bon vieux Molina. Molina va le récupérer à droite de la surface et ramener une occasion avec une frappe qui sera pas cadrée, mais ça va ramener une occasion avec un Madsen qui est totalement à l'ouest, un Jadon Sancho qui voit pas que ça part dans son dos et un Emre Can qui sert limite à rien parce qu'on a toujours cette ligne de 3 défenseurs du Borussia Dortmund. Mais là je rejoins un petit peu Univers Dortmund qui nous disait que Emre Can était un petit peu le point faible de cette équipe, mais là c'est vrai, je vois pas réellement
totalement en quoi c'est Emre Can. Il aurait dû être plus haut justement au départ et prendre Antoine Griezmann pour éviter que cette passe n'arrive sur Griezmann et puisse justement lancer cette attaque derrière. Le placement, le positionnement d'Emre Can là-dessus était plutôt moyen. Une autre image pour illustrer encore une fois ce que je suis en train de dire. Toujours cette ligne de 3 du Borussia Dortmund avec Schlotterbeck, Hummels et Ryerson. Ryerson qui est ici et un Madsen toujours ici à gauche du rond central alors que le jeu part sur son couloir. Le couloir est totalement libre. C'est Schlotterbeck qui prend bien l'information de voir qui est dans son dos, qui va devoir aller couvrir l'appel de Molina le temps que justement Madsen puisse reprendre sa place. La différence qui se pose ici avec le Paris Saint-Germain, c'est que nous, quand c'est Achraf Hakimi qui est positionné très haut, on a toujours notre milieu de terrain, Warren, qui va venir couvrir le côté. Bon, Warren serait ici, il aurait couvert ici le côté pour permettre à Hakimi de reprendre sa place au milieu et du coup Warren aurait pris la place de latéral droit d'Achraf Hakimi, le temps de temporiser l'action, quand l'action est posée ou que l'équipe adverse, là ils rééchangent leur place et tout le monde revient à son poste. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pas cette sensation là que un milieu de terrain de Dortmund essaye de combler l'absence de Madsen quand Madsen n'est pas là. Il va falloir exploiter les manques défensifs de Madsen. Maintenant on va rentrer bien sûr sur une phase offensive de Dortmund parce que je répète que ce match aller contre l'Atleti a été plutôt délicat pour eux, en tout cas offensivement et surtout sur la première mi-temps. Mais là sur cette action on voit un premier gros danger et un premier point à exploiter. Et là où il va falloir être vigilant pour le PSG. Sur cette action on voit quand même 10 joueurs de l'Atlético Madrid qui sont déjà très bas dans leur surface, devant ou à côté de leur surface de réparation. Mais Emre Can va trouver ce trou et je sais pas comment un trou aussi grand peut se retrouver ici, mais Emre Can l'a vu, Sabitzer fait quand même l'appel, on a un deuxième joueur ici qui fait un appel, donc on n'a pas des joueurs réellement statiques pour le Borussia Dortmund, c'est leur point fort aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui bougent, il y a un jeu vraiment en mouvement et un jeu qui est tiré vers l'avant, donc quand l'Atlético Madrid joue bloc bas, forcément t'as des joueurs en mouvement, c'est comme ça que tu vas réussir à bouger ce bloc, à les faire bouger un peu, et face à un bloc très bas pour ramener le danger, et bah t'es obligé de jouer très haut, donc ça va être la différence avec le Paris Saint-Germain, c'est que nous on va pas jouer bloc bas, on va être dans un jeu de possession, dans un rôle avec une équipe bien plus haute. Donc Dortmund là pourra exploiter son jeu de contre, son jeu très rapide avec encore une fois les flèches qu'ils ont sur les côtés et Füllkrug en appui. Mais ils ont des capacités aussi sur un jeu bas avec là cette passe d'Emre Can qui est trouvée pour Sabitzer et derrière cette merveilleuse remise de Sabitzer en petite talonnade en Madjer dos au but. Il va réussir à retrouver Füllkrug juste derrière le point de pénalty. Mais là cette remise justement de Sabitzer et c'est là qu'on rentre dans l'amélioration de ce joueur. Sabitzer est un joueur qui est vraiment capable de faire très mal, capable de trouver cette passe même dans une position délicate parce que je rappelle qu'il arrive d'ici, il récupère ce ballon pour mettre cette talonnade derrière, donc un petit peu à contresens de comment il arrive et il arrive à la mettre dans le bon timing, dans le bon tempo. Sabitzer est ce joueur qui est capable de tout sur n'importe quel moment, à n'importe quelle minute, avec une belle qualité de passe, avec un bon pressing, avec une très belle qualité de frappe également et ça on le reverra aussi tout à l'heure. Mais à tout moment c'est des joueurs qui ont des éclairs de génie, c'est des joueurs qui ont du génie, c'est vraiment des joueurs de ballon, des joueurs qui savent ce qu'ils font et des joueurs qui mettent le ballon exactement là où ils veulent. Parce que derrière ce ballon va revenir juste derrière le point de pénalty comme je vous l'ai dit sur Füllkrug. Füllkrug dos au but qui se fait retenir ici. Ça aurait pu être même un pénalty pour le Borussia Dortmund qui n'a pas été sifflé parce que Füllkrug reste bien sur ses appuis. Bonne protection de balle pour se retourner. Il s'était bien retourné mais il se fait tirer un petit peu le bras. Alors pour moi il y avait pénalty. Le pénalty n'a pas été donné. Alors peut-être que je juge mal aussi au vu des images. Mais pour moi sur cette situation très clairement il y avait pénalty. Mais tout part juste d'une petite largesse défensive d'un trou qui a été laissé par l'Atlético Madrid alors qu'ils étaient pourtant 10 dans leur moitié de terrain. Et derrière de cette sublime remise de Sabitzer pour retrouver Füllkrug qui lui justement avec ce jeu dos au but, ce jeu un petit peu en pivot qui reste solide sur ses appuis, qui est une grosse menace. Füllkrug aurait pu ramener ici la réduction de l'écart et il aurait pu faire la différence. Ici encore une fois, et ça illustre bien ce que je vous ai dit sur Dortmund, avec un Dortmund qui ne baisse jamais les bras. Pour eux c'est jamais terminé, pour eux c'est jamais fini, c'est jamais mort. C'est la 81e minute et là arrive cette action. Et ça part de Mats Hummels. Mats Hummels les gars qui est capable aussi balle au pied de faire beaucoup de différence. Et vous allez le voir aussi sur le match retour face à l'Atlético Madrid. Mais ici on voit justement Mats Hummels qui va trouver cette passe pour arriver sur Sabitzer. On voit le bras de Sabitzer qui demande le ballon. Mais cette passe qui va être trouvée et qui va prendre totalement 6 joueurs de l'Atleti et qui va passer entre les deux joueurs ici. Et derrière, on est de retour dans les œuvres de Sabitzer. Avec encore une fois cette petite talonnade, cette petite magière pour repartir ici avec Julian Brandt qui n'avait pas commencé le match. Je le rappelle quand même. Mais là, on a un Jiménez qui se jette totalement parce qu'il ne s'attend pas à cette remise instantanée de la part de Sabitzer. Encore une fois, cette remise est millimétrée. Je le répète, il est capable de trouver
trouver vraiment dans des trous de souris cette passe, ce ballon qui va faire très très mal. Donc sur ça, il va falloir être très vigilant aussi. Et c'est pour ça qu'il va peut-être falloir faire attention, si c'est nous vraiment qui mettons un gros pressing à Dortmund, de ne pas se jeter bêtement sur Sabitzer ou sur Julian Brandt, parce qu'ils sont capables de nous effacer comme ça toute une ligne de milieu de terrain et derrière trouver le décalage avec Füllkrug qui peut nous faire très mal. Vraiment, le match aller contre le Barça, moi je pense que ça va être typiquement ce qu'on va affronter mercredi face à Dortmund. Ils vont forcément essayer de partir dans notre dos, ils vont peut-être essayer de piquer au début vu qu'ils vont être à la maison, mais je pense pas que ça va être un Dortmund qui va jouer très très haut, qui va essayer de nous asphyxier, en tout cas pas sur tout le match. Il y a forcément un moment où ils vont rester un petit peu plus bas et qui vont essayer de nous piquer dans le dos parce qu'ils connaissent le jeu du Paris Saint-Germain, ils savent qu'on joue quand même très haut, qu'on met un gros pressing et dans ce cas là ils pourront essayer de jouer sur nos doubles problèmes, le jeu bas d'un adversaire et surtout le jeu en transition rapide pour notre défense. Et ben derrière sur cette belle remise de Sabitzer, ça va revenir sur Julian Brandt qui sent justement l'appel de Haller qui part dans le dos de Witsel. Witsel l'a pas vu, il y a Molina qui le voit et qui essaye de rattraper mais il le sent, c'est déjà trop tard. Cette passe de Julian Brandt, elle va être magnifique pour retrouver Haller et Haller sans problème qui va transformer et qui va réussir à réduire l'écart avec l'Atlético Madrid. Donc c'est là qu'on voit également que ça peut partir très vite, qu'ils peuvent arriver à trouver des solutions sur des petits périmètres. Faudra faire très attention sur ce jeu en une touche, sur ces passes un petit peu venues d'ailleurs que peut faire Sabitzer et également que peut faire Julian Brandt ou Mats Hummels ou même d'autres joueurs de cette équipe de Dortmund. Il va falloir faire très attention à ça. Ils ont beaucoup de cartouches offensives, pas seulement la vitesse, pas seulement la technique, il y a aussi cette faculté avec les milieux de terrain de ramener et de faire des différences sur du petit jeu court avec des passes venues d'ailleurs. Derrière, après cette réduction de l'écart, c'est la 84e minute et toujours un petit peu cette panique, ce côté un petit peu stressé que peuvent avoir les joueurs de Dortmund comme ils ont pu l'avoir en tout cas sur le match aller face à l'Atlético Madrid. Et là c'est Mats Hummels. Mats Hummels qui est pas habitué pourtant à ce genre de choses. C'est vraiment un défenseur qui fait des sauvetages, qui arrive vraiment à être très solide. Et je le rappelle encore une fois, les supporters de Dortmund ne veulent pas que Mats Hummels parte parce que je répète qu'avec Schlotterbeck, ils forment vraiment un bon duo. Lors des matchs de poule, on avait affronté Niklas Süle qui était là titulaire. Mais là encore une fois, une action qui aurait pu faire très mal et surtout à ce moment-là du match, ce ballon qui revient et qui a l'air pourtant d'être anodin vers Mats Hummels, il y a le pressing de Correa qui va essayer de lui mettre la pression et qui va se terminer avec cette situation-là. Mats Hummels qui perd la balle, Correa qui se retrouve en face à face, il met un petit peu trop de temps et ça permet à Mats Hummels de mettre le pied ici pour dévier le ballon et gêner Correa sans faire faute. Mais là encore une fois, une erreur qui aurait pu coûter cher, d'où l'importance qu'il va falloir faire aussi pour le Paris Saint-Germain d'essayer d'étouffer cette équipe de Dortmund, d'essayer de leur faire très mal et d'utiliser un placement très intelligent, pas comme ça a été le cas face au Barça. Notre placement face au Barça était pas bon. Derrière, encore une fois, une occasion qui aurait pu faire tourner le match. Je vous laisse regarder le temps les gars, 95e minute sur ces 5 minutes de temps additionnel. Et on va parler encore d'une arme qui peut être solide pour le Borussia Dortmund. Là c'est justement Ryerson qui est en position haute. Et ici juste devant la surface, on a 9 joueurs du Borussia Dortmund. Mais le point fort, encore une fois, qui peut être exploité, ça va être les corners, les coups de pied arrêtés, les centres. Parce que de la tête, c'est une équipe qui est très solide avec des dangers permanents comme Hummels, Schlotterbeck, Füllkrug et j'en passe. Mais c'est surtout que nous, c'est notre point faible. C'est notre gros point faible. Et là, il va falloir être très vigilant face à cette équipe de Dortmund où c'est clairement l'un de leurs points forts, l'un de leurs gros points forts. Ils arrivent vraiment à ramener beaucoup de danger sur ce genre de situation, que ça soit centre ou coup de pied arrêté. Parce que, encore une fois, sur cette occasion, eh ben, c'est la tête de Julian Brandt ici qui va frapper l'équerre de Jan Oblak et qui va permettre à l'Atlético Madrid de repartir de ce match aller avec la victoire. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'hormis les erreurs qu'a commis le Borussia Dortmund, l'Atlético n'a pas été réellement dangereux. Le danger qu'ils ont ramené, c'est vraiment sur des largesses défensives de Madsen qui ont été mal exploitées ou bien sur les erreurs que Dortmund a commises. On arrive sur ce match retour et sur ce match retour, Dortmund est à la maison. Ils ont un but à remonter. C'est pas insurmontable, clairement, et encore moins à la maison. Et ça commence très vite avec une récupération plutôt basse de la défense de Dortmund. Mais là, des joueurs de l'Atlético qui sont tous portés vers l'avant. Ici, il y a déjà 7 joueurs de l'Atlético Madrid qui vont être pris sur cette récupération de Dortmund. Ici, on a déjà un Julian Brandt qui demande le ballon pour pouvoir le porter vers l'avant. Et c'est ce qui va se passer avec cette passe qui va totalement manger les joueurs de l'Atlético. Et là, ça va donner le gros point fort également du Borussia Dortmund, la transition rapide. Parce qu'avec Julian Brandt qui a la baguette, on voit déjà Füllkrug qui part également, Sabitzer qui est très haut aussi, Jadon Sancho qui va monter et Adeyemi qui va pouvoir remonter lui avec sa grande pointe de vitesse. Il va pouvoir proposer des solutions. Pour l'instant, c'est Julian Brandt qui monte la balle et on voit tous les joueurs de l'Atlético qui sont en train de repartir vers leur cage et ça va laisser un gros champ libre à Julian Brandt
pour conduire ce ballon comme il le souhaite. Et sur la suite de cette action, cette transition rapide, Julian Brandt a décidé de choisir Karim Adeyemi qui va réussir à trouver cette passe au point de pénalty entre 4 joueurs de l'Atlético Madrid. Donc encore une fois, la vitesse d'Adeyemi qui a réussi à rattraper Julian Brandt qui était pourtant derrière lui, qui va être servi et qui va prendre la bonne décision avec cette passe pour Sabitzer. Et là les gars, croyez-le ou non, il n'y a pas eu but. Sabitzer fait un contrôle et derrière il hésite un petit peu trop à frapper et il va pas réussir à transformer cette occasion. Énorme occasion déjà au bout de 2 minutes 50 de jeu, mais Sabitzer va croquer cette grosse occasion. Et derrière, littéralement 1 minute plus tard, Dortmund est pas loin de se faire cueillir à froid à domicile avec un Schlotterbeck qui se retrouve dans une position très haute. C'est lui qui va perdre la balle ici face à 2 joueurs de l'Atleti. Derrière, c'est Witsel qui va récupérer ce ballon et qui va mettre une longue transition loin devant pour partir encore une fois dans le dos de la défense de Dortmund qui est pas totalement replacée. Sur ce dégagement, on en arrive à cette situation et cette déviation de la tête ici qui va permettre à Alvaro Morata de partir tout seul. Et là les gars, il n'y a personne d'autre derrière. Tous les joueurs du Borussia Dortmund sont dans la moitié de terrain de l'Atlético Madrid. Ils sont tous là très haut, avec encore une fois le position de Madsen qui est très haut également. Et pareil pour Mats Hummels qui se retrouve limite en position d'avant-centre. Et là, ça va ramener une grosse occasion pour l'Atlético. Mais c'est la preuve que quand Dortmund également est mené, quand Dortmund est dos au mur, ils vont essayer de mettre toutes les chances de leur côté pour mettre un gros pressing. Mais encore une fois, ils vont s'exposer. Donc il va falloir exploiter cette phase de leur jeu si on peut l'exploiter et si vraiment ils jouent vers l'avant. Mais en tout cas, ils ont une vraie défaillance sur le jeu très haut et sur le placement défensif sur leur jeu haut. Ils mettent un bon pressing, ils arrivent vraiment à étouffer les ressorties de balle adverses. S'ils récupèrent le ballon, ça peut ramener danger. Mais si par contre, toi, tu arrives à ressortir ce ballon, là, c'est eux qui vont être en très grosse difficulté pour sortir cette balle. Parce que là, ici, sur cette phase offensive qui va arriver pour Alvaro Morata, qui va être totalement seul de partir dans la moitié de terrain et devant la cage de Kobel, les 2 défenseurs qui vont rester, ça va être Julian Brandt et Sabitzer. Aucun défenseur, ni Ryerson, ni Mats Hummels, ni Schlotterbeck, qui ont été très haut tout sur toute l'action, ni Madsen. Donc, encore une fois, le match aurait pu tourner à ce moment-là précis. Avec ce gros face-à-face d'Alvaro Morata qui va pas réussir à trouver l'ouverture du score, mais on voit également un Kobel qui est bien placé, qui essaye de s'étendre le plus possible et de faire douter Alvaro Morata, de lui fermer le plus d'angles possible. On voit quand même un très bon positionnement du gardien et Alvaro Morata qui va frapper à côté alors qu'on voit que Sabitzer n'aura jamais pu revenir. Et pareil pour Julian Brandt et que ni Schlotterbeck, ni Hummels, ni Madsen, ni Ryerson sont sur cette image ou sur cette occasion. Donc à partir de ce moment-là précis, 4 minutes de jeu, si l'Atlético ouvre le score, je pense que ça peut mettre une grosse claque derrière la tête au Borussia Dortmund. Donc contre Dortmund, soyez-en certains, on va avoir des occasions. Ils vont en avoir aussi, ils peuvent avoir des largesses. Il va falloir exploiter les côtés de Madsen. Quand ils vont jouer haut, les largesses défensives, ils vont en avoir. Ils sont capables de nous faire très mal sur un jeu en transition ou sur un jeu en une touche de balle rapide, de rebut, etc. Avec des bons joueurs de ballon comme Julian Brandt ou comme Sabitzer. Parce qu'en demi-finale, encore une fois, tout sera une question de détail. Encore une fois, sur cette situation, on en vient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une action au départ de Mats Hummels, comme ça a été le cas sur la réduction de l'écart sur le match aller. Une passe de Mats Hummels au départ de l'action. Cette fois, Hummels nous régale d'un extérieur du pied droit qui est sublime. On voit justement ici l'appel de Julian Brandt avec la défense de l'Atlético Madrid qui font un arc de cercle autour de lui. Julian Brandt sans l'espace, il fait l'appel. On voit même Füllkrug, je sais pas s'il demande le ballon ou s'il demande justement de servir Julian Brandt si jamais il l'avait pas vu Mats Hummels, mais il l'a bel et bien vu. Un trou qui a été laissé par l'Atlético Madrid qui va être puni immédiatement. Après encore une fois, caviar, cet extérieur du pied droit qui est juste sublime de Mats Hummels et qui va ramener cette suite d'opportunités avec la frappe de Julian Brandt, la main pas trop ferme de la part de Jan Oblak. Pour moi, sur ce but-là, il peut faire quelque chose. La frappe est à terre, mais il est quand même responsable sur ce but. Il n'arrive pas à le sortir. Le ballon va être touché et ça va rentrer. Mais Julian Brandt arrive à marquer sur cet appel de balle qu'il a fait dans le dos de la défense de l'Atlético. Il s'est arrêté, il a remis un bon petit crochet sur le côté avant de mettre cette frappe pied gauche. Il est capable d'enchaîner très vite et dans le sens du jeu, de prendre la bonne décision quand il doit frapper, quand il doit appeler, quand il doit servir, quand il doit jouer en une touche. Julian Brandt est capable, encore une fois, même si Univers Dortmund nous a dit que ça dépendait des matchs, qui pouvaient être un petit peu pas très constants sur un demi-finale de Ligue des Champions, j'ai aucun doute sur le fait que Julian Brandt sera excellent contre nous et il va falloir le prendre très au sérieux et faire très attention au talent du bon vieux Julian Brandt. À ce moment-là précis du match, les deux équipes sont à égalité, on est sur des prolongations, mais quelques minutes plus tard, ça va être Madsen parce que j'ai beaucoup parlé des largesses défensives de Madsen, mais offensivement, il apporte énormément. Le tout pour Dortmund est de trouver l'équilibre justement pour combler les manques
manquements défensifs de Madsen et c'est ce qu'ils font avec cette défense à 3 comme je vous l'ai expliqué. Mais là, Sabitzer va pouvoir retrouver Madsen à gauche de la surface, lui qui est très haut sur cette opportunité. Il y a 4 joueurs de l'Atlético Madrid qui vont être là. Ils forment un carré qui devrait très logiquement empêcher Madsen à la fin de ce service de Sabitzer de passer. On le voit encore ici, hein, la bonne récupération du ballon du coup de la part de Madsen. Un Witsel qui a un petit peu trop anticipé Sabitzer qui allait conserver la balle, ce qui laisse quand même un trou et qui va permettre à Madsen de se faufiler entre tout le monde. Ici De Paul qui est un petit peu trop passif, un petit peu trop actif, qui regarde un petit peu trop alors qu'il aurait dû lui aussi venir verrouiller. Et ben ça va faire qu'au final, les joueurs qui formaient un carré avant que Madsen puisse avancer devant eux vont se retrouver derrière lui parce que tout le monde aura été pris sur la poussée de balle de Madsen qui aura accéléré dans le trou qui aura été laissé justement entre De Paul et Witsel. Et derrière Madsen va mettre cette frappe qui va aller juste là dans le petit filet. La frappe est sublime. On essaye de venir contrer le ballon mais c'est trop tard. Le ballon va passer quand même et cette frappe de Madsen va être très belle et Madsen va mettre ce deuxième but. Et à l'heure où on parlera à ce moment-là, Dortmund sera qualifié. Derrière 48e minute et pour montrer encore une fois que les buts que prennent Dortmund ou que quand l'Atlético est dangereux en grande généralité c'est sur une erreur du Borussia Dortmund. C'est cette tête de Hermoso qui va partir pourtant plein axe, hein, c'est une remise, il essaye pas de mettre cette tête ici dans la lucarne ou il essaye pas de marquer directement. Hermoso fait cette petite remise qui va pousser à l'erreur Mats Hummels. Mats Hummels va avoir un réflexe humain qui va être de dévier le ballon. Au final en le déviant ça va battre totalement Kobel qui peut rien faire parce qu'il part totalement dans l'autre sens avec cette remise de la tête qui allait au point de pénalty ou devant en tout cas sur la ligne des 6 mètres. Et derrière ça fait but, ça fait 2-1. On revient à 3-3 sur l'ensemble des deux matchs. Et à l'heure où on parle, on est de retour sur des prolongations. Un troisième but, troisième erreur de la défense du Borussia Dortmund. Ensuite, on repart encore sur une situation offensive de Dortmund. Alors, je vous ai pas mis le deuxième but de l'Atlético. C'est un but qui a été beaucoup cafouillé. Donc, pour prendre les images, c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ça prouve encore la force mentale parce qu'à l'heure où on parle, Dortmund est éliminé. C'est la 70e minute. Et arrive cette action. Toujours cet arc de cercle qui est fait par la défense de l'Atlético Madrid avec Sabitzer qui va se retrouver finalement seul et qui va demander le ballon à Julian Brandt. Ici, l'écart entre les deux joueurs qui va être fatal. Julian Brandt qui va trouver cette passe pour lancer Sabitzer à gauche de la surface. Et là, ça va ramener encore une fois une grosse opportunité et un gros danger pour le Borussia Dortmund et toujours avec des joueurs en déplacement. C'est ça aussi l'une des grosses forces de Dortmund. Et donc cette passe de Julian Brandt qui va arriver sur Sabitzer. Et là, cette image va être intéressante aussi parce qu'on voit que Jiménez a les yeux portés vers Sabitzer, que pareil, Füllkrug a les yeux portés vers Sabitzer, mais Füllkrug va faire son rôle de numéro 9. Il va être très intelligent. Là, il est dans le dos d'Hermoso et il est derrière Hermoso. Il va faire ce petit mouvement pour revenir devant Hermoso sur le centre de Sabitzer. Et là, Füllkrug envoie cette tête en pleine lucarne. Le gardien ne peut absolument rien faire. On voit que Füllkrug au final se retrouve totalement devant Jiménez qui est pris. Et là, le stade peut exulter. On revient à égalité 4 partout dans ce match. Encore une fois, les erreurs d'inattention et encore un danger, le jeu aérien avec Füllkrug. Et maintenant, on va en arriver sur la raison de pourquoi c'est le Borussia Dortmund qu'on affronte maintenant. Encore une fois, un ballon qui est dans le rond central et qui va partir d'Emre Can. Toujours le bon vieux Julian Brandt, alors qu'on voit que Sabitzer lui demande peut-être d'écarter sur le côté droit. C'était peut-être pas bête non plus. Mais il y a un bel appel de Julian Brandt qui va être bien servi par Emre Can dans la surface. Et encore une fois, quand Brandt récupère, et ben c'est Sabitzer qui n'est pas loin. Ce duo-là fait vraiment beaucoup de mal. Mais là toujours, Sabitzer qui va frapper. Et pourtant, il y a 6 joueurs de l'Athletic qui sont là. Il va trouver le petit trou de souris pour aller dans le petit filet. Yann Oblak va toucher la balle, mais il pourra pas la sortir. Et à ce moment-là, Dortmund va reprendre l'avantage. Ça va être vraiment les deux joueurs qui vont être dans l'animation offensive du Borussia Dortmund. Maintenant qu'on a fait le tour pour ce match aller-retour face à l'Atlético Madrid, une équipe encore une fois qui joue différemment du Paris Saint-Germain, qui joue quand même bloc bas et qui a essayé d'exploiter les largesses défensives du Borussia Dortmund, puisque Dortmund était obligé de jouer plutôt haut pour ramener du danger et faire bouger ce bloc de l'Atlético Madrid. On va voir maintenant des images du match qu'ils ont joué contre le Bayern Munich. Une équipe qui joue très haut, une équipe qui est dominatrice. On continue. On est parti maintenant pour voir comment se comporte le Borussia Dortmund face à une équipe qui joue beaucoup vers l'avant et qui met une belle pression comme le Bayern Munich. Et là, ce qu'on peut noter directement, c'est qu'on retrouve notre ligne de 4. La ligne de 4 du Borussia Dortmund est de retour avec un Füllkrug qui se retrouve en position très haute, mais un Madsen qui est bien là et qui est vigilant et qui forme cette ligne de 4 défenseurs pour essayer de pas se découvrir justement contre le Bayern Munich. Derrière, cette stratégie va payer tout de suite sur cette occasion parce qu'après une mauvaise passe ici, Dortmund va pouvoir repartir vers l'avant avec un ballon pour Julian Brandt. Julian Brandt qui va remettre en une touche derrière pour retrouver Füllkrug dans le rond central. Füllkrug qui va contrôler pour resservir derrière Julian Brandt. Donc
Donc Füllkrug qui a bien servi de point d'appui pour resservir Julian Brandt qui a monté le ballon et qui l'a lâché au bon moment pour lancer Karim Adeyemi en profondeur, qui va pouvoir faire parler sa vitesse parce qu'au final tu te retrouves limite en 2 contre 2 pour le Borussia Dortmund. Tout ça sur une récupération dans ta moitié de terrain, un ballon qui est remis à Brandt, qui est remis à Füllkrug en une touche qui temporise sur 2 contrôles de balle, il relance Brandt qui relance derrière le bon vu Adeyemi et c'est toi qui te retrouves à mener ce contre et ça va être là le gros danger sur lequel on va pouvoir s'exposer aussi côté parisien parce que forcément derrière Adeyemi va croiser son tir, il va frapper et ça va rentrer et ça va être l'ouverture du score pour le Borussia Dortmund. Donc encore une fois sur une récupération avec un Borussia Dortmund qui s'est comporté différemment de ce qu'ils ont fait contre l'Atlético, c'est logique parce que là ils affrontent un Bayern Munich qui eux font le jeu et ça va être le cas du Paris Saint-Germain. Donc un jeu un petit peu plus défensif pour essayer derrière d'exploiter les contres et ils l'ont bien fait. Moins de 10 minutes de jeu, Dortmund mène déjà au score. Ensuite sur un corner pour le Borussia qui a été frappé et repoussé par le Bayern et on pourrait croire qu'un contre peut être mené pour le Bayern Munich, on va voir également l'importance que peut avoir Mats Hummels ainsi que Niklas Süle. Ils sont capables d'être au début et à la fin d'une action. Ils n'ont pas peur de jouer très haut du moment qu'il y a une couverture pour les protéger derrière. Mais en tout cas, on va le voir sur cette action. Ici sur le corner, une relance pour le Bayern et ça peut partir en contre parce qu'il y a 4 joueurs du Bayern contre 3 joueurs de Dortmund. Même si Schlotterbeck est ici finalement et qu'il arrive à revenir dans les pieds du porteur de balle, il arrive pourtant de derrière et il revient très vite Schlotterbeck grâce à sa vitesse. Au final, il fait ce tacle un petit peu par derrière qui est camouflé. Il me semble que c'est Musiala, donc devant Musiala. Il lui prend le ballon dans les pieds et derrière, ça se transforme en occasion pour le Borussia Dortmund. Avec après cette récupération, un Jadon Sancho qui est lancé en profondeur et tu te retrouves de nouveau à peu près en 2 contre 2 pour le Borussia Dortmund, avec des joueurs qui sont tirés vers l'avant, et notamment Hummels que vous voyez pas juste ici, qui lui aussi est porté vers l'avant. Et l'action va se terminer derrière avec le travail de Jadon Sancho, qui va mettre cette passe en retrait pour Mats Hummels, qui va frapper lui par contre à côté, le ballon va passer à côté. Les défenseurs centraux participent au jeu, ça il faudra s'en rappeler. 27e minute et toujours on peut voir le bloc très bas du Borussia Dortmund avec toujours la ligne de 4. On voit aussi les ailiers qui viennent aider les latéraux avec Jadon Sancho et Karim Adeyemi. Les deux ont quand même des missions pour venir aider les latéraux sur ces phases défensives. Et aussi le bon vieux Emre Can, très souvent libre, très souvent un placement qui sert pas à grand chose j'ai envie de dire pour Emre Can. Il est vraiment sur personne au marquage, il aide pas plutôt que se retrouver là éventuellement devant Musiala. Mais en tout cas on voit que le Borussia Dortmund peut aussi jouer bas avec les ailiers qui viennent aider les latéraux et essayer de partir en transition. Sauf que là, sur cette occasion et cette opportunité, on voit que Goretzka va mettre un ballon en profondeur avec l'appel ici de Joshua Kimmich qui va lui aussi partir en profondeur. Karim Adeyemi a les yeux rivés sur le porteur de balle, donc ça va passer dans son dos. Et forcément, on va se retrouver sur un Joshua Kimmich qui va prendre totalement, encore une fois, Madsen juste sur un contrôle. Le contrôle qui va permettre à Kimmich de passer et de se retrouver à droite de la surface du Borussia Dortmund. On le voit, Madsen qui est totalement pris. Encore une fois, c'est largesse défensive. Et on continue, encore une fois, avec cette énorme occasion pour le Bayern Munich. On voit que Harry Kane est sur la ligne des 6 mètres, que le gardien meilleur est pas du tout replacé, que là, Harry Kane peut mettre le ballon où il veut. Ça peut faire mouche. Mais Harry Kane va frapper à côté. Il va frapper à côté de la cage. Et on en revient également sur ce que j'ai dit. Les équipes qui affrontent le Borussia Dortmund ces derniers temps ratent énormément d'occasions. Oui, le Borussia Dortmund a des points forts, mais encore une fois, le Borussia Dortmund concède. Même s'ils jouent bas, même s'ils jouent bloc bas et qu'ils essayent de jouer sur les faiblesses de l'équipe adverse ou d'essayer de partir en transition très vite avec Füllkrug pivot pour jouer sur les ailiers comme j'ai répété 1 million de fois dans cette vidéo, et au final tu peux te créer des occasions et le tout ça va être de les transformer parce que si tu rates, eux forcément ils vont pas te louper. Là aussi c'est la 33e minute, j'ai pris cette image pour vous montrer à quel point Dortmund est capable aussi de jouer bas et c'est ça que je vous dis, ils sont capables d'adapter leur style de jeu en fonction de qui il y a en face, en fonction du scénario du match. Ils sont face à une équipe qui va dominer, qui va garder la possession du ballon, c'est pas eux qui vont dicter le match, c'est pas eux qui vont dicter le tempo du match, donc forcément ils s'adaptent à qui ils ont en face et là ils sont 7 dans leur surface de réparation, 3 juste devant, ils sont 10 littéralement devant leur surface, encore une fois pour faire bloc et jouer avec leurs armes. Donc ne pensez pas que Dortmund va arriver et essayer de faire n'importe quoi contre le Paris Saint-Germain. Ils peuvent être alignés et moi je pense qu'ils vont arriver comme ils ont été contre le Bayern. Peut-être un petit peu moins défensif quand même parce que là ils ont quand même beaucoup souffert et joué sur les profondeurs. Ils vont être à la maison au match aller, faut pas l'oublier. Je pense qu'ils vont mettre un pressing, un haut pressing sur les premières minutes et qu'après ils vont se calmer un petit peu, reculer et poser un petit peu plus le jeu, toujours avec cette ligne de 4 pour éviter de se faire prendre dans le dos. Qui dit bloc bas dit plus de manque de vitesse pour Mats Hummels. Forcément quand le bloc est très bas, Mats Hummels peut jouer sur ses qualités. On les connaît, très solides, vigilants, avec un bon placement, très dur sur
l'homme, intelligent dans son jeu. Et c'est le cas encore une fois sur cette action avec cette remise de la tête. C'est même peut-être une tête qui est directement tentée, mais en tout cas le ballon va lober toute la défense et ça va revenir carrément au deuxième poteau. Et là ça va être tout de suite un énorme danger avec cette tête de Dyer. Et là le sauvetage énormissime de Mats Hummels. Regardez jusqu'à où il a réussi à lever son pied. Il est pas loin de toucher la barre avec son pied. La tête de Dyer qui va être sauvée par le pied de Mats Hummels. Meilleur était totalement battu. Mais Mats Hummels vigilant. Mats Hummels qui a bien suivi. Et Mats Hummels qui va jamais s'arrêter. Qui va toujours être là, toujours vigilant. Et qui va être vraiment sur ses gros points forts. Avec son bloc plutôt bas. Plutôt que quand ils sont hauts, ça va jouer sur la vitesse. Et là, ça va pas être son point fort. S'ils sont bien en bloc et bien alignés, on va quand même rencontrer des problèmes pour ramener le danger et marquer face à cette équipe. Là encore une fois, une autre situation avec un Bayern qui est plutôt haut, toujours la défense du Borussia Dortmund qui est basse et cette perte de balle de Leimer juste devant la surface du Borussia Dortmund. Et là, ça va coûter cher parce qu'on voit déjà que Julian Brandt et que Madsen, tous les deux, sont prêts à jaillir pour récupérer le ballon. Et c'est ce qui va se passer avec Julian Brandt qui va récupérer la balle, qui va porter la balle un petit peu depuis sa surface, qui va réussir à temporiser, à mettre son corps en opposition pour conserver le ballon. Et là, écarté pour retrouver Madsen. Et là, on va rentrer dans les grandes œuvres de Madsen. Et là où il est très important pour le Borussia Dortmund. Regardez bien où il est actuellement. Regardez bien où il va finir. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, le voilà. Le voilà, Madsen qui est parti de sa moitié de terrain juste sur une récupération avec Julian Brandt. En 2 passes, Madsen se retrouve dans la surface du Bayern Munich qui a été très haut. C'est la 64e minute, il y a toujours 1-0 pour Dortmund. Donc forcément, tu t'exposes. Et là, Madsen a une énorme occasion. Coman, c'est Kingsley Coman qui vient pour essayer de revenir et gêner Madsen. Il va y arriver puisque Madsen va frapper à côté. Mais en tout cas, encore une grosse opportunité pour Dortmund. Et toujours, ça part de Julian Brandt qui va être pour moi la pièce maîtresse de cette équipe de Dortmund. Là encore, sur cette occasion où le Bayern Munich arrive à partir légèrement dans le dos du Borussia Dortmund. On se retrouve avec Kingsley Coman qui est dans la surface sur le côté droit. Les deux défenseurs du Borussia Dortmund, Schlotterbeck et Madsen, sont derrière lui. Kingsley Coman a tout le temps pour essayer de trouver Harry Kane au deuxième poteau. Mats Hummels, lui, a les yeux rivés sur le ballon, donc il va voir ce ballon partir. Kingsley Coman aurait peut-être pu tenter la frappe premier poteau ou la frappe croisée, ça aurait été possible aussi, mais dans cet angle, c'est compliqué. Mais derrière, eh ben, c'est toujours cette intervention de Mats Hummels qui va tacler pour dévier ce ballon. Encore une fois, Mats Hummels, c'est vraiment important dans ces moments-là, dans ces gestes-là. Mats Hummels va être une grosse pièce maîtresse du Borussia Dortmund sur les phases arrêtées, sur les phases basses. Mais ça, je pense que je voulais assez répéter. Et voilà donc pour cette analyse du Borussia Dortmund. C'est une équipe, je le répète encore une fois, qui est capable de s'adapter à l'adversaire qu'ils ont en face par rapport à la situation, capable de jouer bas pour exploiter les contres, capable de jouer haut et d'asphyxier, capable de jouer dans des petits périmètres pour exploiter les équipes qui jouent dans un bloc plutôt bas. Ils sont capables de faire beaucoup de choses, cette équipe du Borussia Dortmund, avec des joueurs un petit peu clés, je le répète, à l'image d'un Julian Brandt et d'un Sabitzer, les deux qui s'entendent très très bien. Et bien sûr avec les talents de Jadon Sancho, Malen ou Adeyemi qui peuvent aller très très vite devant. Le point de fixation Füllkrug qui peut être le même problème qu'a été Lewandowski sur le match aller qu'on a joué contre le Barça, je le répète aussi encore une fois. Et une défense peut sur des phases offensives soit se retrouver sur une ligne de 3, soit rester à 4 derrière pour pouvoir exploiter les comptes. Donc il va falloir être très vigilant. Je pense que la stratégie de Dortmund, on va la voir assez rapidement. S'il y a une ligne de 4 qui est formée, c'est qu'ils vont rester dans un bloc plutôt bas pour exploiter les contres. Si on voit de temps en temps une ligne de 3 qui est formée, c'est qu'ils vont essayer de mettre un petit peu de pression et d'essayer de jouer plutôt haut. Maintenant, je pense quand même que Dortmund va arriver sur un bloc plutôt bas et qu'ils vont essayer vraiment de partir dans notre dos. Ça va être un match pas facile et qu'il va falloir prendre très très au sérieux parce que encore une fois, ça va être un match qui peut ressembler à celui qu'on a joué face au FC Barcelone. C'est une équipe de qualité qui a du talent sur toutes les lignes, comme je l'ai dit avec Julian Brandt il y a quelques instants, mais aussi avec la défense Schlotterbeck et Hummels qui combinent très bien tous les deux, qui s'entendent très bien tous les deux, qui se complètent tous les deux et surtout qui ont le meilleur ratio de duels gagnés dans cette Ligue des Champions. Et ça non plus, c'est pas pour rien, avec un très bon gardien, avec un Ryerson qui reste quand même derrière pour bloquer et pour couvrir les montées qui peuvent avoir lieu de Madsen qui monte beaucoup. Madsen qui a un énorme apport offensif, ce qui met très souvent sur des phases offensives justement le Borussia Dortmund en surnombre. Ils ont vraiment des qualités, j'espère que je vous les montrer dans cette vidéo et il va falloir vraiment rester sur notre garde parce qu'ils sont capables de nous faire mal bloc bas, en transition et en jeu rapide. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets ici le lien des chaînes de Laloun, que ça soit son Twitter, son Instagram, sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch, tout ce qu'il voudra mettre, vous le retrouverez ici. Le monteur, le GOAT Laloun qui a encore été extraordinaire et qui s'est donné pendant 2 jours pour faire ce montage pendant toutes les nuits. Donc merci au GOAT Laloun et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre LDC en commentaire et je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle également qu'il y a le lien de NordVPN en
description pour ceux qui veulent regarder la Ligue des Champions, mardi et mercredi, gratuitement. Le lien, c'est en description. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Bye bye.